Selon Carl Jung, l'être humain ne se définit pas uniquement par la logique, la morale et les normes sociales. Il est aussi composé de pulsions refoulées, de désirs inavoués et d'une essence résidant dans l'inconscient. Le désir sexuel surgit précisément à ce niveau, car le désir ne s'exprime pas par les phrases élaborées de l'esprit. Il ne se justifie pas, il ne recherche pas l'approbation, il est ressenti directement, et c'est pourquoi il est perturbant. La plupart des gens craignent non pas de reconnaître leur désir, mais de voir ce qu'il représente. Car le désir crée un fossé entre l'identité qu'une personne croit être et son être véritable. L'image de calme, de maîtrise, de moralité et de respectabilité affichée au quotidien ne coexiste pas avec le monde intérieur. Selon Jung, ce conflit n'est pas fortuit. La conscience produit un personnage pour se conformer à la société. Ce personnage est le visage accepté, applaudi, qui ne pose pas de problème. Mais ce visage n'est pas la personne dans son intégralité. Chaque pulsion refoulée ne disparaît pas. Elle se retire, s'approfondit et trouve un autre langage. Le désir sexuel est la forme la plus nue de ce langage. C'est pourquoi, lorsqu'une personne est confrontée à ses désirs, elle se sent faible, impuissante ou coupable. Car le désir est mis à nu. Il n'y a plus de rôle, plus de statut, plus de défense. Seulement un appel instinctif. Jung ne considère pas cet appel comme un problème moral. Il le définit comme la part refoulée de l'âme qui tente d'entrer en contact avec la conscience. Le désir est perçu comme une menace, à moins que l'on se demande « Que représente ce désir en moi ?» Le pouvoir, la soumission, le besoin d'être vu, l'intimité ou la peur de la perte. Souvent, ce que nous percevons comme sexualité n'est pas la sexualité elle-même. C'est le symbole d'un autre besoin de l'âme. Une part refoulée de soi s'exprime par le canal le plus accessible. La société nous apprend à faire taire cette voix. Elle condamne, étiquette et effraie. On se tait pour survivre. Mais le silence n'apporte aucune solution dans le monde intérieur. Tout ce qui est refoulé s'intensifie dans l'inconscient et devient difficile à maîtriser avec le temps. Selon Jung, le problème ne réside pas dans l'existence du désir, mais dans son incapacité à entrer en contact avec la conscience. Tout contenu inconscient gouverne l'individu à son insu. Réactions, attirances soudaines, relations inexplicables et cycles récurrents en découlent. Lorsqu'une personne se demande « Pourquoi suis-je toujours attiré par la même chose ?» elle commence en réalité à explorer la part refoulée de son être. Le désir n'est donc pas dangereux, mais instructif. Bien compris, il n'isole pas, mais unit. Mal interprété, il pousse l'individu à lutter contre sa propre vérité intérieure. L'approche de Jung est claire. Le désir ne doit pas être réprimé, mais compris. L'observer sans jugement, identifier la part de soi qui s'exprime et amener cette voix à la conscience constitue le premier pas vers l'individuation. Car nul ne peut être entier sans reconnaître sa part d'ombre. Le désir est l'appel silencieux, mais persistant du moi refoulé. Tant que cet appel n'est pas entendu, on reste prisonnier de l'image qu'on se fait de soi, sans jamais atteindre sa véritable nature. Si le désir est si intense, c'est parce qu'il prend naissance dans l'inconscient, non dans le conscient. Le conscient planifie, se justifie et se défend. L'inconscient, en revanche, ne se défend pas, ne s'explique pas, il se révèle simplement. C'est pourquoi le désir sexuel surprend. Alors même qu'une personne se définit comme morale, modérée et maîtresse d'elle-même, une image surgit de son monde intérieur, ébranle cette image. Selon Jung, ce choc n'est pas une perturbation, mais une invitation. Car la maturité humaine ne s'acquiert pas seulement par le développement de ses forces, mais aussi par la confrontation avec les aspects de soi rejetés. Le désir ouvre précisément la porte à ce domaine refoulé. Ce qui se révèle lorsque la porte s'ouvre n'est pas toujours agréable, mais c'est la réalité. Face à des réalités dérangeantes, le conscient se met sur la défensive. Il engendre culpabilité, peur, honte. Ainsi, le désir est refoulé et la personne se sent en sécurité. Mais cette sécurité n'est qu'une illusion. Le contenu refoulé ne disparaît pas, il ne fait que changer de forme. Le désir qui ne peut être vécu ouvertement se manifeste indirectement. Attirance soudaine, choix irrationnels, attachements inexplicables et cycles relationnels récurrents résultent de cette transformation. Jung décrit cela comme la revanche de l'inconscient. Lorsque ce qui veut être entendu ne l'est pas, il revient de manière incontrôlable. L'aspect le plus redouté du désir sexuel est qu'il menace le récit qu'une personne s'est construit sur elle-même. On se définit comme altruiste, simple, fort ou distant. Or, le désir peut ébranler ces définitions. Dès lors, la personne se trouve face à un dilemme. Elle peut soit refouler le désir,
et continuer à vivre avec cette image d'elle-même, soit tenter de comprendre ce que ce désir représente. Selon Jung, la seconde voie est difficile mais transformatrice, car le but n'est pas ici de libérer le désir, mais de le situer dans un contexte conscient. Le désir auquel on donne sens ne contrôle plus la personne. Au contraire, cela donne à la personne un sens intérieur de son orientation. Une personne capable d'observer consciemment ses désirs ne se sent pas dispersée. Carl Jung définit le concept de persona comme le compromis nécessaire qu'une personne fait avec la société. La persona est le visage qu'un individu se forge pour être accepté par le monde extérieur. Ceux qui veulent paraître forts jouent le rôle du fort. Ceux qui veulent être calmes refoulent leurs émotions, et ceux qui recherchent le respect gardent le contrôle d'eux-mêmes. Ce masque est conscient, choisi et largement efficace. Grâce à lui, une personne existe en société, évite les conflits, et vit en harmonie. Cependant, la persona ne représente pas la totalité de l'âme. Selon Jung, le danger survient lorsqu'une personne commence à confondre ce masque avec son être profond. Aussi convaincante soit-elle au quotidien, la persona ne peut rester confinée à un domaine spécifique. C'est dans ce domaine que l'individu est le plus vulnérable. La sexualité entre alors en jeu, la chambre à coucher est le premier espace où la persona perd son emprise, car le désir ne reconnaît aucun rôle. Il ne respecte aucun statut. Il ne se soucie pas de l'image. Quel que soit le rôle qu'une personne joue aux yeux du monde extérieur, elle peut désirer autre chose dans son monde intérieur. Une personne qui contrôle la vie pendant la journée peut vouloir lâcher prise la nuit. Une personne forte en apparence peut aspirer à l'abandon intérieur. Une personne d'apparence distante peut désirer ardemment l'intimité. Jung ne considère pas cette contradiction comme un trouble. Au contraire, il la perçoit comme la quête d'équilibre de l'âme. Lorsque la conscience est unilatérale, l'inconscient produit le pôle opposé. Plus le masque est rigide, plus la part refoulée cherche intensément à émerger. La sexualité est l'expression la plus rapide et la plus brute de cette intensité. Le masque est nécessaire, mais non absolu. On devient libre lorsqu'on prend conscience de porter ce masque. Lorsqu'on s'y perd, on se brise. Le masque qui tombe dans l'intimité n'est pas un signe de honte, mais d'éveil. Cet effondrement est un avertissement de l'inconscient. Il y a une différence entre la personne que tu crois être et celle que tu es réellement. Lorsque cette différence est niée, un conflit intérieur naît. Le désir refoulé ressurgit sous d'autres formes. Relations secrètes, ruptures soudaines, attirances intenses et cycles récurrents sont les conséquences de ce conflit. À ce stade, Jung invite la personne à ne pas craindre le désir, car ce qui est craint, ce n'est pas le désir lui-même, mais la chute du masque. Lorsque le masque tombe, la personne se retrouve nue. Cette nudité est inconfortable, mais elle est bien réelle. La personne qui entre en contact avec la réalité cesse de s'identifier à son personnage. Ainsi, la sexualité cesse d'être un lieu d'évasion et devient un lieu de prise de conscience. Le désir ne l'attire plus par le bout du nez, mais l'éclaire. La personne se définit non seulement par ses rôles sociaux, mais aussi par ses contradictions internes. C'est précisément là que commence le processus que Jung appelait l'individuation. Lorsque le masque tombe, la personne ne se désintègre pas. Tant qu'elle est capable d'observer consciemment, elle se rétablit. Car lorsque le personnage s'effondre, ce qui reste n'est pas un faux moi, mais une essence authentique qui ne demande qu'à être reconnectée. Lorsque le personnage s'effondre, la personne se sent vulnérable, car les définitions auxquelles elle est habituée deviennent inutiles. Les étiquettes rassurantes de la société perdent leur sens dans l'intimité. Ici, les titres, les réussites ou les positions morales qui définissent qui vous êtes s'effacent. Il ne reste que votre orientation intérieure. Face à ce moment, on a généralement tendance à s'accrocher à ces anciennes définitions. Mais la tension s'accroît à mesure qu'on s'y accroche. Car si le conscient aspire à vivre sous un seul visage, l'inconscient lui rappelle sans cesse l'autre. Lorsque cette tension ne peut être résolue, la personne se renie ou refoule ses désirs. Dans les deux cas, son intégrité est compromise. La chute du masque engendre un sentiment de culpabilité chez la plupart des gens. La pensée « je ne devrais pas être comme ça » surgit aussitôt. Cette pensée ne vise pas le désir lui-même, mais l'identité menacée par ce désir. On craint de perdre le rôle que l'on s'est attribué. Cette peur empêche de percevoir le sens profond du désir. Pourtant, il ne s'agit pas ici d'une désintégration morale, mais d'une ouverture psychologique. La persona seule ne peut soutenir la vie. Elle est conçue uniquement pour le monde extérieur. Dans le monde intérieur, d'autres lois sont à l'œuvre. Lorsque ces lois sont réprimées, la personne vit une vie scindée en elle-même.
La sexualité est le domaine où cette division est la plus visible, car c'est là que se concentrent les symboles inconscients. Les désirs ne cherchent souvent pas à être vécus directement, ils aspirent à être compris. Le désir de contrôle peut représenter un besoin de pouvoir, le désir d'abandon une quête de sécurité, et l'attirance intense, le désir d'être vu. Lorsqu'une personne ne parvient pas à déchiffrer ces symboles, son comportement s'enferme dans un cycle répétitif. Elle est attirée par les mêmes types de relations, vit des conflits similaires et se sent désorientée à chaque fois. Une personne qui cesse de s'identifier à son personnage ne lutte pas contre ses désirs. Elle ne les sanctifie ni ne les refoule. Elle les observe. Cette observation la conduit à une connexion intérieure plus authentique. À mesure que la distance entre ce qui est intérieur et ce qui est montré à l'extérieur se réduit, la sexualité cesse d'être un champ de tension. Elle laisse place à une conscience apaisée. Ce qui émerge lorsque le masque tombe n'est pas le chaos. Lorsque le contact avec la conscience s'établit, cet effondrement ne désintègre pas la personne. Au contraire, il lui offre une perception plus large d'elle-même et lui permet d'avancer sereinement mais résolument vers l'individuation. Selon Carl Jung, l'une des plus grandes erreurs de l'humanité est de se définir uniquement par ses aspects acceptables. Les traits socialement approuvés trouvent leur place dans la conscience, tandis que ceux jugés perturbants sont relégués à l'inconscient. Jung nomme cette zone refoulée l'ombre. L'ombre englobe tous les aspects de la personnalité indésirable, inacceptable ou rejetée. La jalousie, le désir de pouvoir, le besoin de contrôle, les pulsions sexuelles intenses et les tendances addictives en font partie. Plus une personne refoule son ombre, plus elle la rencontre avec force. Car lorsqu'elle est refoulée, l'ombre ne reste pas passive. Elle s'intensifie dans l'inconscient et commence à influencer subtilement le comportement. Les désirs sexuels sont l'un des aspects les plus marquants de cet espace d'influence. Les désirs condamnés par la société ou qui contredisent le récit moral personnel s'accumulent dans l'ombre. C'est là que la culpabilité entre en jeu. La culpabilité ne provient pas du désir lui-même, mais de l'identité menacée par ce désir. Une personne désire se percevoir comme bonne, maîtresse d'elle-même et respectable. L'ombre perturbe ce récit. Cette perturbation crée un malaise au niveau de la conscience et déclenche un besoin de contrôle. Selon Jung, le contrôle est souvent un signe de peur, non de pouvoir. Les individus tentent de contrôler le monde extérieur car ils craignent ce qu'ils ont refoulé en eux-mêmes. Cela devient encore plus visible dans le domaine de la sexualité. Le désir refoulé engendre un besoin accru de se contrôler. L'individu essaie de contrôler ses pensées, ses comportements et même les réactions d'autrui. Mais cette tentative de contrôle est illusoire, car l'inconscient ne peut être contrôlé, seulement perçu. Chaque impulsion que l'on tente de contrôler s'exprime sous une autre forme. Ainsi, le désir refoulé ressurgit sous forme de crises soudaines, de choix irrationnels ou de cycles relationnels répétitifs. Face à ces cycles, l'individu se demande « Pourquoi suis-je toujours bloqué au même point ?» Selon Jung, cette question est l'ombre qui frappe à la porte. L'ombre se transforme non par la culpabilité, mais par la prise de conscience. La culpabilité entrave, tandis que la prise de conscience ouvre. Lorsqu'une personne juge ses désirs devant un tribunal moral, elle ne les comprend pas, elle ne fait que les refouler. Tout contenu ininterprété se renforce dans l'inconscient. L'illusion de contrôle naît précisément de là. Alors qu'une personne pense se contrôler, elle est en réalité contrôlée. Les réactions deviennent automatiques, les choix inconscients. Jung décrit cette situation comme la domination de l'inconscient. Lorsque l'ombre n'est pas reconnue, l'individu n'est pas libre dans son monde intérieur. La liberté ne commence pas par le rejet des pulsions, mais par la prise de conscience de celles-ci. Celui qui entre en contact avec son ombre ne se blâme pas. Celui qui ne nie pas son ombre ne s'identifie pas non plus à elle. Une distance consciente se crée. Cette distance est observation, non contrôle. Lorsque l'observation commence, la culpabilité se dissipe. Lorsque la culpabilité se dissipe, le besoin de contrôle s'atténue. La personne ne réagit plus, elle prend conscience. Cette étape est cruciale dans le processus d'individuation de Jung, car la plénitude ne peut être atteinte sans contact avec l'ombre. Le contenu que les désirs sexuels laissent dans l'ombre cesse d'être une menace lorsqu'il entre en contact avec la conscience. Le désir cesse alors d'être une force qui gouverne la personne, mais un signe révélateur de sa structure intérieure. Lorsque l'illusion de contrôle s'effondre, la personne réalise que la véritable sécurité ne réside pas dans le refoulement, mais dans la capacité à voir, à accepter et à faire des choix conscients. Lorsqu'elle n'entre pas en contact avec son ombre, la personne se croit honnête, mais en réalité,
Elle vit dans un état de conscience sélective. Ce qui est acceptable est maintenu à la conscience. Ce qui est perturbant est laissé dans l'ombre. Cette division crée une tension intérieure au fil du temps. Une personne peut paraître calme, équilibrée et maîtresse d'elle-même de l'extérieur, mais intérieurement, elle refoule constamment ses désirs. Ce refoulement consume l'énergie. Selon Jung, c'est l'une des principales sources de la sensation d'épuisement. Inconsciemment, la personne mène une guerre contre sa propre réalité intérieure, et il est impossible de gagner cette guerre. La culpabilité est l'un des plus grands obstacles au contact avec l'ombre, car elle se concentre sur la punition et non sur la compréhension. Lorsqu'une personne déclare ses désirs coupables, elle ne les écoute pas. Elle ne fait que les réduire au silence. Chaque élément réduit au silence revient sous une forme plus complexe. À ce stade, Jung souligne que la culpabilité est un mécanisme psychologique et non moral. Une personne qui se sent coupable tente de se contrôler. Elle se fixe des limites plus strictes, développe des principes plus rigides et devient plus dure envers elle-même. Cette dureté n'atténue pas le conflit intérieur, mais l'exacerbe. L'illusion de contrôle se trouve alors renforcée. Plus une personne refoule, plus elle se croit forte. Elle croit avoir éliminé ses pulsions. En réalité, les pulsions deviennent invisibles, mais elles n'en perdent pas pour autant leur impact. L'énergie accumulée dans l'inconscient est libérée de manière inattendue. Des accès de colère soudains, des attirances intenses, des comportements inexplicables et des décisions ensuite regrettées sont autant de conséquences de cette libération. Selon Jung, il ne s'agit pas d'un signe de faiblesse, mais plutôt d'une incapacité à reconnaître sa propre part d'ombre. Lorsque le contact conscient avec l'ombre est établi, le besoin de contrôle cède la place à une conscience apaisée. Selon Carl Jung, l'individuation ne consiste pas à se contraindre à un idéal, mais à rassembler consciemment les différentes facettes de son être. Le but de ce processus n'est pas de faire taire ou d'éliminer le désir, mais d'en comprendre la signification et de l'intégrer à la totalité du soi. Lorsque le désir est refoulé, une personne peut paraître calme, mais ce calme est superficiel. L'énergie accumulée intérieurement ne peut trouver sa voie que si elle est libérée. Jung soutient que le refoulement procure un ordre temporaire, mais qu'à long terme, il déconnecte l'individu de sa réalité intérieure. L'individuation, au contraire, privilégie le contact, et non la séparation. Le désir est l'un des points les plus sensibles de ce contact, car il influence directement la relation que l'individu entretient avec lui-même. Celui qui perçoit le désir comme un ennemi exclut une part de sa propre nature. Cette exclusion conduit à la division du soi. Le premier pas vers l'individuation est de reconnaître l'existence du désir. Accepter, ce n'est pas approuver. Accepter, c'est permettre de voir et de comprendre. Selon Jung, le désir est souvent mal interprété. Lorsqu'une personne considère le désir uniquement sous son aspect comportemental, elle en oublie la dimension symbolique. La sexualité n'est pas le seul besoin de l'âme. Le pouvoir, l'intimité, l'abandon, le désir d'être valorisé et le besoin de contact peuvent tous s'exprimer à travers la sexualité. Par conséquent, l'individuation exige de considérer non pas la forme superficielle du désir, mais sa signification profonde. Lorsqu'une personne déchiffre cette signification, le désir cesse d'être une force qui l'attire vers le bas. Il se transforme en un signal conscient. L'intégration commence précisément ici. Le désir intégré ne fragmente pas la personne. Il la conduit vers une dimension plus vaste de son être. Jung définit l'intégration comme une réconciliation intérieure. La conscience, au lieu de refouler l'inconscient, engage un dialogue avec lui. Dans ce dialogue, il y a conflit, mais pas de destruction. Celui qui écoute son désir n'est pas obligé de céder à chaque impulsion. De même, il ne ressent pas le besoin de le punir. Le désir est perçu, compris et replacé dans son contexte. Ce repérage procure à la personne un équilibre intérieur. Elle ne se définit plus par une identité unique. Elle accepte l'existence de contradictions en elle. Le désir de puissance et de fragilité, le besoin de contrôle et le désir d'abandon trouvent leur place au sein d'un même être. L'individuation rend cette expansion possible. Selon Jung, cette expansion n'affaiblit pas la personne. Au contraire, elle la rend moins impulsive, moins instable et plus consciente. Lorsque le désir est intégré, la culpabilité diminue, le besoin de contrôle s'atténue et l'individu vit avec moins de résistance dans son monde intérieur. Dès lors, la sexualité cesse d'être une échappatoire. L'individu trouve la paix non pas en réprimant ses désirs, mais en les reconnaissant. Dans le processus d'individuation, le désir devient une boussole intérieure et non une menace obscure. En suivant cette boussole,
la personne s'éloigne progressivement des identités imposées par le monde extérieur et se rapproche de son centre intérieur. La maturité que Jung a mise en lumière émerge précisément ici. La personne se sent forte non pas en se contrôlant, mais en s'acceptant pleinement. Lorsque le désir est intégré, la personne vit moins de conflits intérieurs car elle ne prend plus parti. Cette plénitude, silencieuse mais profonde, représente un seuil irréversible dans le cheminement de l'individuation. L'individu apprend à s'exprimer. Ce dialogue se déroule non par les mots, mais par la conscience. Lorsque le désir surgit, il n'est ni immédiatement jugé, ni refoulé, ni mis en œuvre. Il est d'abord observé. Cette observation permet à l'individu d'être témoin de ses propres processus intérieurs. Dès lors, le désir cesse d'être une force menaçante et se transforme en un signal porteur de sens. Nombreux sont ceux qui comprennent mal l'intégration. Intégrer le désir ne signifie pas satisfaire tous ses souhaits. Jung insiste sur le contraire. Le désir intégré entre dans le domaine du choix conscient. Choisir, c'est se distinguer d'agir sur un coup de tête. Lorsqu'une personne sait ce qu'elle veut, elle perçoit aussi plus clairement ce qu'elle ne veut pas. Cette clarté crée une frontière intérieure. Cette frontière n'est pas dictée par des règles extérieures, mais par un équilibre intérieur. Ainsi, l'individu se régule non par la contrainte, mais par la compréhension. À mesure que l'individuation progresse, le rapport à la sexualité évolue également. La sexualité n'est plus un moyen de combler un vide. Elle ne cherche pas à compenser des sentiments de solitude, de dévalorisation ou d'impuissance. Le désir intégré véhicule une énergie plus sereine. Au lieu de chercher à se compléter en l'autre, la personne choisit d'établir un contact. Ce contact ne crée pas de dépendance, car il n'y a pas de manque intérieur. C'est précisément ce que Jung appelait la maturité. La personne ne se perd pas dans la relation, elle existe pleinement dans la relation. Selon Carl Jung, la transformation ne commence pas par une modification du monde extérieur, mais par la capacité à distinguer, au sein de son monde intérieur, la réaction du choix. La réaction est la réponse automatique de l'inconscient. Nous agissons inconsciemment pour nous défendre, fuir ou attaquer. Le point commun de ces actions est la rapidité. La réaction est rapide car elle ne réfléchit pas, ne questionne pas. Elle se décharge simplement. Le choix, en revanche, est lent. Il requiert la conscience. On marque une pause, on ressent, on observe, puis on décide. Jung affirme que la transformation se produit précisément à cet instant de pause. Lorsque le désir, la peur ou la culpabilité surgissent et qu'une personne agit immédiatement, l'inconscient prend le contrôle. Mais lorsqu'une personne prend conscience de ce mouvement intérieur, la chaîne de la réaction est rompue. Cette rupture est silencieuse mais efficace. La personne ne se sent plus obligée d'agir sous l'impulsion de chaque mouvement. C'est à ce moment que commence la liberté. La liberté ne consiste pas à se débarrasser des impulsions, mais à être capable d'agir en pleine conscience de celles-ci. Selon Jung, aux stades ultérieurs de l'individuation, une personne devient capable d'observer ses processus internes sans les refouler. Le désir est toujours présent, l'ombre continue de parler, mais la conscience ne s'identifie plus à ses voix. Choisir au lieu de réagir élargit son espace intérieur. Cet élargissement se manifeste dans les relations, la sexualité et la vie quotidienne. L'individu n'est plus emporté par des attirances automatiques. Il ne s'attache plus au même type de personnes pour les mêmes raisons. La transformation s'opère alors. La personne qui choisit ne poursuit pas tous ses désirs. Elle ne ressent pas non plus le besoin de les réprimer. Elle reconnaît son fort intérieur et décide consciemment de ce qu'elle exprime. Ce mécanisme de décision engendre moins de regrets, moins de culpabilité et moins de conflits intérieurs. Comme le soulignait Jung, ce n'est pas l'impulsivité, mais l'orientation consciente qui fait mûrir une personne. La personne réactive dépend des conditions extérieures. Elle est facilement influencée par les paroles, les actions et les attentes d'autrui. La personne qui choisit, en revanche, s'appuie sur son centre intérieur. C'est là qu'elle est en contact avec ses propres valeurs et sa réalité intérieure. Ce contact la fortifie car elle ne ressent plus le besoin de se défendre. La réaction découle souvent d'un mécanisme de défense. Le choix, en revanche, est le fruit d'une confiance intérieure. À mesure que la transformation progresse, le rapport à la sexualité évolue également. Selon Carl Jung, la transformation ne commence pas par une modification du monde extérieur, mais par la capacité à distinguer, au sein de son monde intérieur, la réaction du choix. La réaction est la réponse automatique de l'inconscient. Nous agissons inconsciemment pour nous défendre, fuir ou attaquer. Le point commun de ces actions est la rapidité. La réaction est rapide car elle ne réfléchit pas, ne questionne pas.
elle se décharge simplement. Le choix, en revanche, est lent. Il requiert la conscience. On marque une pause, on ressent, on observe, puis on décide. Jung affirme que la transformation se produit précisément à cet instant de pause. Lorsque le désir, la peur ou la culpabilité surgissent et qu'une personne agit immédiatement, l'inconscient prend le contrôle. Mais lorsqu'une personne prend conscience de ce mouvement intérieur, la chaîne de la réaction est rompue. Cette rupture est silencieuse mais efficace. La personne ne se sent plus obligée d'agir sous l'impulsion de chaque mouvement. C'est à ce moment que commence la liberté. La liberté ne consiste pas à se débarrasser des impulsions, mais à être capable d'agir en pleine conscience de celles-ci. Selon Jung, aux stades ultérieurs de l'individuation, une personne devient capable d'observer ses processus internes sans les refouler. Le désir est toujours présent, l'ombre continue de parler, mais la conscience ne s'identifie plus à ses voix. Choisir au lieu de réagir élargit son espace intérieur. Cet élargissement se manifeste dans les relations, la sexualité et la vie quotidienne. L'individu n'est plus emporté par des attirances automatiques, il ne s'attache plus au même type de personnes pour les mêmes raisons. La transformation s'opère alors. La personne qui choisit ne poursuit pas tous ses désirs. Elle ne ressent pas non plus le besoin de les réprimer. Elle reconnaît son fort intérieur et décide consciemment de ce qu'elle exprime. Ce mécanisme de décision engendre moins de regrets, moins de culpabilité et moins de conflits intérieurs. Comme le soulignait Jung, ce n'est pas l'impulsivité, mais l'orientation consciente qui fait mûrir une personne. La personne réactive dépend des conditions extérieures. Elle est facilement influencée par les paroles, les actions et les attentes d'autrui. La personne qui choisit, en revanche, s'appuie sur son centre intérieur. C'est là qu'elle est en contact avec ses propres valeurs et sa réalité intérieure. Ce contact la fortifie car elle ne ressent plus le besoin de se défendre. La réaction découle souvent d'un mécanisme de défense. Le choix, en revanche, est le fruit d'une confiance intérieure. À mesure que la transformation progresse, le rapport à la sexualité évolue. La sexualité cesse d'être un moyen de soulagement ou une tentative de combler un vide. Elle se métamorphose en une expression de connexion consciente. On peut alors aborder autrui sans se perdre et se connecter sans chercher à contrôler. Selon Jung, cet état est la manifestation extérieure d'une plénitude intérieure. Celui qui choisit ne se ferme pas aux autres. Ses limites sont déjà clairement définies intérieurement. À mesure que les réactions s'apaisent, la vie retrouve un rythme plus simple. La fatigue s'atténue car le conflit intérieur s'apaise. Pour celui qui apprend à choisir, la perception du temps change également. En état de réaction, tout est urgent. Il faut une réponse, une émotion, une libération immédiate. Celui qui choisit échappe à cette urgence. Il sait que l'impulsion qui monte en lui est passagère. Ce savoir n'est pas théorique, il s'acquiert par l'expérience. En prenant le temps de faire une pause, on réalise que l'impulsion s'apaise d'elle-même. Cette prise de conscience engendre une confiance intérieure. La personne sait désormais qu'elle ne se laissera pas emporter par tous ses mouvements intérieurs et cette conscience conduit au calme. Ce calme n'est pas de la passivité. Au contraire, il offre une vision plus claire de son orientation. De même qu'une personne sait à quoi elle dit oui, elle sait aussi à quoi elle dit non. Dire non est possible par choix et non par réaction. Les non impulsifs engendrent souvent des regrets. Les non choisis, en revanche, ne divisent pas la personne. La maturité dont parle Jung est précisément liée à cette cohérence intérieure. Lorsqu'une personne ne ressent pas de contradiction intérieure, elle génère moins de conflits dans le monde extérieur. À mesure que la transformation s'approfondit, le langage que la personne utilise avec elle-même change également. Les voix intérieures cessent d'être des ennemis. Le désir, la peur et l'hésitation ne sont plus perçus comme des menaces à réprimer. Ils se transforment en signaux porteurs d'informations. Lorsqu'une personne est capable de décrypter ces signaux, elle vit sa vie avec des orientations conscientes et non par réflexe défensif. Lorsque le moi réactif cède la place au moi conscient, la vie s'écoule de manière plus simple et plus riche de sens, et le cheminement vers l'individuation progresse vers une nouvelle étape, fortifiée par la force intérieure. Ceci conclut notre vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.